Bonjour, bonsoir selon la formule consacrée, si vous regardez en direct cette émission ou si vous la regardez dans le cadre de rediffusion sur tous nos réseaux sociaux, puisque nos émissions sont transmises en direct sur YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch et X. Vous pourrez les regarder à nouveau ou les partager sur YouTube. Première émission d'un nouveau format avec la décrimocratie qui est aujourd'hui l'actualité, on va dire, du travail que nous faisons avec quelques co-appelants au regard de l'actualité de la paysannerie française, actualité qui malheureusement est en permanence renouvelée toutes les années, 2, 3 fois par an, voire tous les trimestres, au fur et à mesure du justement de l'actualité, soit nationale, soit internationale, telle celle du Mercosur en ce moment. Aujourd'hui, je présente donc pour la première fois une série d'émissions qui va vous parler d'un appel à syndical, à partisan, à politique, sauf dans le sens citoyen de la gestion de la cité, où les co-appelants sont SOS Maire, Alexandre Boisson, Philippe Grégoire du SAMU social national agricole, Martine et Claude Donnette en toute franchise de l'association AMDF, Association des mairies démocrates de France, dont on m'a gentiment confié la présidence, Escapade, qui est un engagement solidaire et coopératif pour l'agriculture paysanne et l'alimentation durable. C'est aujourd'hui d'ailleurs le sujet de cette émission. Nous présenterons donc Jean-Claude Gauny et son travail. Dans les co-appelants, nous avons aussi Pamela Deligne des circuits courts La Passerelle. La liste démocratie directe de Nice, représentée par Céline Forjanel et Sylvie Bonaldi, et puis peut-être d'autres qui viendront se joindre à nous. Demain, nous avons une émission spéciale de présentation et nous aurons aussi Monsieur Lecomte du Smart Réseau et des TV locales, qui est aussi un co-appelant. Si jamais vous avez quelques velléités en tant que citoyen, en tant qu'association de fait ou de loi 1901, en tant que structure, quelle qu'elle soit, en tant que mairie, en tant que candidat, en tant qu'élu, ralliez-vous à cet appel de la décrimocratie qui vise à se servir du document d'ICRIM, et je vous renvoie à l'émission de demain, pour essayer de créer un circuit de substitution pour que nos paysans puissent retrouver un revenu agricole. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais j'étais obligé de l'introduire. Et dans ce cadre de figure et dans la création de ce mouvement, de ce collectif, plutôt de cette association de faits qui est la dicrimocratie, j'ai donc rencontré Jean-Claude Gauny, qui va passer avec nous une petite heure ou un peu plus en fonction de notre échange. Jean-Claude, bonjour et bienvenue dans nos émissions. Comment vas-tu? Ben merci, bonjour à tout le monde. Merci à toi. Écoute, ça va très bien. Bon, parfait. Alors, on ne se connaît pas, c'est la première fois que l'on s'est quasiment de visu. On échange parce que nous faisons partie d'un groupe de travail de la coalition citoyenne, représenté par Renaud Alquier et Grégoire Lecoq. Et c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes rencontrés. Tu nous avais présenté à cette époque-là ton travail et surtout ce plaidoyer pour la paysannerie dans le cadre donc du travail de Escapade, et j'ai trouvé ça tellement pertinent que bien entendu je l'ai signé. Et je voulais présenter donc toute ta réflexion avec ton divers collectif, et que tu puisses nous expliquer qui tu étais, ce que tu faisais, pourquoi et comment. Comme à chaque fois, on va prendre le temps de faire connaissance. Donc Jean-Claude Gauny de Escapade, je vais te demander si tu veux bien de commencer par parler de toi. Alors tu le fais comme tu veux. Essaye de nous expliquer
ton parcours professionnel, éventuellement tes études si ça nous intéresse, ou tu ne peux te concentrer que sur ton engagement militant et politique, ce que tu estimes aujourd'hui être et nous expliquer comment tu en es venu à ce travail merveilleux que tu fais. Bien sûr, tu n'es pas tout seul, tu es entouré, à ce travail merveilleux que tu fais. Alors présente-toi, s'il te plaît, Jean-Claude, que l'on puisse découvrir ta personne. Alors, donc déjà, euh, je n'ai jamais été salarié de ma vie. J'ai toujours été un entrepreneur, un petit chef d'entreprise. Il ne faut pas confondre les entrepreneurs, les petits chefs d'entreprise locales et les patrons des multinationales. Donc, moi, j'ai toujours été un petit chef d'entreprise local et mon parcours, mes parents également, toute ma famille étaient aussi des petits chefs d'entreprise, donc artisans, commerçants et autres. Euh, et en 2017, je n'avais jamais fait de politique, je n'avais jamais voté d'ailleurs, quasiment. Je suis un enfant de Coluche. Hein, et donc, en 2017, quand j'ai vu Macron se présenter à la tête de la France, ça m'a fait un choc. Pourquoi un choc? Parce que en tant que petit chef d'entreprise, innovant, parce que j'ai toujours été très innovateur dans tout ce que j'ai fait. Je travaille beaucoup dans la fleur ou dans l'organisation de mariage. J'ai été un des premiers d'ailleurs à le faire. J'étais aussi le premier à faire de la vente en ligne de fleurs sur Internet. Et donc, en fait, comme j'ai toujours été très innovant, les banques ne m'ont jamais suivi. Chaque fois que j'allais voir les banquiers avec un projet, malgré que j'avais des entreprises qui fonctionnaient, hein, j'avais toujours entre 1 et 3 salariés, ils ne croyaient pas au projet. Et donc, ils me disaient, Monsieur Goni, on ne peut pas vous financer parce que ma direction me l'interdit, ça ne rentre pas dans les critères et compagnie. Mais je crois en vous, faites-le et je vous accorde un petit découvert autorisé. Comme ça, vous pouvez le faire. Malheureusement, ces découverts autorisés, ça nous attache, ça nous contraint et ça nous fait payer beaucoup plus de frais. Et tous les 3 ans à peu près, les directeurs ils changent. Et donc, ce découvert autorisé, puisque toujours une trésorerie toujours un petit peu négative, quand le directeur il change, eh bien, ce découvert autorisé, il saute. Et du coup, l'entreprise se retrouve en difficulté. Donc, les banques n'ont jamais été mes alliés. Et quand j'ai vu donc un banquier Macron se présenter à la tête de la France, là, je me suis dit, il va y avoir un vrai problème, parce que là, c'est la fin des petites entreprises, c'est la fin de l'économie locale. Et donc, j'ai décidé, malgré qu'à ce moment-là, je dirais quand même un gros domaine de réception de 25 employés, j'avais un très très beau domaine dans le Var, j'ai décidé de m'engager sans aucune compétence, sans aucune connaissance, d'aller voir ce qui allait se passer, comment se passait la politique. Et donc, je me suis présenté aux élections législatives en 2017. Donc, quand Macron est arrivé au pouvoir avec le mouvement En Marche. Sur quelle étiquette tu t'es présenté, Jean-Claude? Indépendant, hein, indépendant, puisque je n'ai jamais Indépendant. voté pour un parti. Moi, j'ai toujours considéré que les partis politiques ne me représentaient jamais, ne m'ont jamais représenté, parce que j'ai trouvé toujours très clivant, justement très dogmatique, les partis politiques. Pour moi, mes idées, elles vont autant d'extrême droite à l'extrême gauche. J'ai des valeurs de gauche, mais également je suis attaché à des fondements de droite. Je trouve ça tout le monde aberrant de faire justement ce clivage. Et donc, ça ne m'a jamais représenté. Et ce qui fait que je suis allé en indépendant, je suis allé vraiment en citoyen libre et indépendant. D'accord. Donc, tu t'es présenté aux législatives sous étiquette indépendante. Quelles sont, dans les grandes lignes, les axes de ton programme et des valeurs que tu défendais? Alors, de suite, comme j'ai toujours été un peu un anti-multinational, j'aime pas trop le terme anti, mais c'est quand même ça. Mes parents avaient un beau magasin de télévision électroménager dans le Var, une entreprise prospère. Et à l'époque, j'avais à peu près, je sais pas, je devais avoir 12 ans à peu près, ou 14 ans. Il y a eu le premier multinational, le premier Mammouth, c'était Mammouth, qui s'est installé à quelques kilomètres de chez mes parents. Et une entreprise florissante s'est retrouvée en perdition totalement en quelques mois, parce que Mammouth vendait les télévisions. Mammouth écrase les prix, hein, mais ils n'ont pas seulement écrasé les prix, ils ont écrasé toute l'économie locale, puisqu'ils Ouais, vendaient je les connais bien. télévisions moins chères, ou les machines à laver, ou les frigos moins chers que ce que mes parents les touchaient. Pourtant, mes parents avaient vraiment, c'est quasiment les plus, au niveau dans le Var, ils faisaient partie des 3 plus grosses enseignes du Var. Ils avaient quand même une belle entreprise.
Et malgré qu'ils achetaient quand même en quantité, Mammouth vendait moins cher que ce qu'eux ils touchaient. Donc ça a été vraiment, en quelques mois, ça a été la bérésina. Et donc j'ai vu mes parents dans un état, c'était très compliqué le soir à la maison, hein, parce que, et du coup là j'ai compris que les multinationales c'était vraiment l'anti-humain, je dirais. Et donc, du coup, c'est clair que mon programme en 2017, c'était de suite comment faire pour relocaliser un commerce et une économie de proximité. Et donc, en te disant en tant que député, je vais pouvoir peut-être voir un peu quelles lois changer pour que l'économie locale, relocaliser cette économie qui était en train d'être anéantie par les multinationales. Donc c'était vraiment la base principale. Il y a bien sûr d'autres choses, puisqu'en 2017, j'avais été à ce moment-là aussi lauréat des trophées RSE du Var. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la RSE, ce qui veut dire Oui, développe. Responsabilité sociétale des entreprises, c'est en gros ces actions qu'une entreprise met en faveur du développement durable. Donc, développement durable, il y a 3 axes. Premier axe, c'est, on va dire, tout ce qui est l'économie locale, hein, on vient d'en parler un petit peu. Le deuxième axe, c'est tout ce qui va toucher l'impact environnemental, comment l'entreprise gère la gestion de ses déchets et autres. Et le troisième axe, c'est l'axe social, interne ou externe. Comment l'entreprise se positionne dans ce rôle sociétal vis-à-vis de ses employés, vis-à-vis de ses parties prenantes, de ses fournisseurs, mais également des confrères, également des clients, également de tout ce qui tourne, gravite dans son tissu social. Donc, du coup, j'étais lauréat des trophées RSE puisque j'avais mis pas mal d'actions en route. Et donc, bien sûr, le programme que je proposais, c'était justement que ce rôle sociétal que les entreprises, que les petites entreprises locales doivent prendre pour justement avoir ce lien, permettre ce lien social, permettre ce lien, parce que l'entreprise a vraiment une fonction qu'elle doit reprendre, cette petite entreprise, pour justement retrouver du sens. Alors c'est très intéressant. Pardon. C'est très intéressant ce que tu dis parce que je suis aussi issu du monde de l'entrepreneuriat, donc tout ce dont tu parles, je connais par cœur. Et aussi issu de la grande distribution. Je suis un ancien repenti, donc tu as parlé d'une enseigne qui n'existe plus du tout à l'époque où il y avait encore 7-8 acteurs dans la grande distribution, ce qui n'est plus du tout le cas puisqu'ils se sont tous rachetés et concentrés, hein, et qu'il y a 2-3 enseignes dites indépendantes, les Leclerc, les Intermarchés et tout le reste, ce sont des intégrés, comme on dit, avec même pas des franchises et qui s'appuient sur des plateformes d'éclatement. Donc on est tout à fait dans le cœur du sujet. Et la question qui me vient à l'esprit, j'ai constaté, moi, en ce qui concerne le RSE, qui est à la base, on va dire, une forme de normes ou de nomenclature applicative sur les conduites, les bonnes conduites des entreprises, des banques aussi, hein, mais j'ai aussi constaté une forme de dévoiement du concept initial où on fait beaucoup, presque comme du greenwashing ou du demo washing, un abus de langage et on a parfois des fortes dérives. Est-ce que tu as constaté cela de ton côté aussi, alors que tu étais toi-même lauréat, donc tu as appliqué au pied de la lettre, on va dire, les normes RSE? Alors, ça peut passer comme ça. En fait, je ne savais pas du tout que je faisais la RSE. Comme j'étais un entrepreneur engagé, social, hein, parce que, du coup, il est venu une association qui mettait en place une charte éthique pour référencer les entreprises un petit peu vertueuses sur le territoire. Et ils sont venus me voir et me dire: ah, mais c'est exceptionnel ce que vous faites, vous devriez présenter les trophées RSE. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et donc, j'ai présenté ces trophées RSE sans savoir du tout ce que c'était que la RSE. Et j'étais lauréat parce que j'ai mis des actions concrètes et je n'étais pas du tout dans le greenwashing. C'était vraiment, moi, le fondement de mon management, quoi. Donc, c'était pour moi, le RSE, c'était le nec plus ultra, quoi. C'était pour moi, on ne pouvait pas faire de greenwashing. C'était intégré dans la gouvernance de l'entreprise
Sinon, ça n'avait pas de sens. Donc, en effet, c'est plus tard que j'ai appris que les multinationales utilisaient cette RSE, ces normes, pour redorer leur image, pour mettre un petit peu de poudre de perlimpinpin pour sembler plus brillants Oui. alors qu'ils ne le sont pas. Mais voilà. Mais c'est vrai que moi, c'était vraiment dans le fondement. D'ailleurs, aujourd'hui, je n'utilise plus le terme RSE. J'essaie d'utiliser le rôle des entreprises, le rôle sociétal des entreprises, non plus le terme RSE qui, voilà. Alors, c'est marrant ce que tu dis parce que euh, il y a une époque dans mon parcours professionnel qui n'est pas très intéressant en soi, mais c'est tout à fait le sujet sur lequel on parle et c'est aussi en rapport hein, avec ce dont nous allons parler et aussi en rapport avec la décrimocratie. C'est que j'ai toujours déploré, aussi loin que j'ai commencé à travailler, le manque de rôle social des patrons en règle générale. Et je dirais même l'absence presque totale des patrons citoyens, c'est ce que j'appelais moi les patrons citoyens. Et c'est aussi ce que j'ai essayé d'appliquer quand j'étais patron dans la grande distribution avec plusieurs centaines d'employés et avec un management social, d'écoute, avec une pyramide inversée, voire une horizontalité, la compréhension que le fruit récolté de l'entreprise est essentiellement dû pour la grande majorité à une bonne organisation interne dont les salariés sont les rouages incontournables. Hein. Et j'ai toujours déploré, c'est pour ça que très rapidement, politiquement parlant, je me suis vite détourné alors que j'étais patron du patronat tel qu'il est, tel qu'on le représente aujourd'hui et qui est très très loin des valeurs humaines, humanistes que doit représenter un entrepreneur. Et je ne parle pas forcément des grandes entreprises ou des grands comptes hein, qui sont, hein, n'oublions pas, tu sais bien Jean-Claude, que plus de 98% ou 96%, je n'ai plus le chiffre exact en tête, du tissu économique sont des PME ou des TPME, des très petites entreprises. Hein. Et donc, j'ai toujours, moi, déploré le rôle, l'absence de rôle sociétal et de citoyenneté dans le statut de patron. Donc, je crois comprendre à travers ce que tu m'expliques, et ce serait bien, avant qu'on termine cette présentation professionnelle et qu'on aille sur le cœur du sujet, que tu nous expliques en quelques mots quelle était cette activité et comment tu pratiquais ce que tu as découvert être le RSE. Alors déjà, c'est vrai que moi, mes parents étaient des patrons sociaux. Mes cousins, toute ma famille. Moi, je pensais que l'entreprise, c'était un management social, quoi. Donc, je ne connaissais pas. J'étais inculte pour moi. Je connaissais que l'entreprise vertueuse, les petites entreprises vertueuses qui traitaient, qui étaient des équipes de 2, 3, 4, 5, 10 employés. Mais du coup, c'est des équipes qui marchaient ensemble, main dans la main, pour un intérêt commun. Donc, je ne connaissais pas autre chose. euh, et donc, moi, ce que j'ai fait concrètement, donc, mon activité, c'était un domaine de réception. Je faisais beaucoup de mariages. Et je faisais du clear-main dans le mariage, parce que c'était mon métier depuis une vingtaine d'années de faire du clear-main. Donc, j'organisais des mariages en partant du disjockey, le photographe, la décoration, le fleuriste, le repas, la salle, la totalité. C'était ça mon Ouais. Dans activité. un contexte très beau et magnifique, hein, puisque tu gérais un domaine hein, qui était un château, hein, c'est ça, tu m'as montré les photos. C'est, Ouais. enfin, on est dans du gros événementiel, là, hein, vraiment. Hein. Oui, alors avec un rapport qualité-prix quand même très accessible quand même, parce que du coup, j'ai toujours fait moi, les choses pour me faire plaisir, pour faire plaisir à mes clients. Et donc, du coup, le rapport qualité-prix a toujours été exceptionnel, ce qui fait que mon carnet de commandes a toujours été fabuleux et la satisfaction de mes clients et de mes employés était toujours aussi. J'ai toujours passé la satisfaction de l'équipe et de mes clients avant la mienne. Donc, bien sûr, l'avantage, c'est que je ne suis pas embêté, je n'avais pas d'absentéisme, je n'avais pas de problématique de crise, parce que voilà, quand on met en premier la satisfaction du client, des employés, avant l'intérêt de l'entreprise financier, déjà ça tourne. Bon, c'est sûr qu'elle n'est pas milliardaire l'entreprise et le patron n'est pas non plus, ne tire pas des salaires de grands patrons, mais au moins il est serein,
et il agit concrètement pour faire avancer l'économie locale et tout l'humain qui va avec. Voilà, je pense que si t'étais Ouais, répondu. oui, oui, tout à fait, mais c'est très intéressant parce il y a beaucoup de petits patrons hein, qui ont cette démarche, puis il y en a quand même beaucoup, faut dire aussi. Alors, il n'y a pas de statistiques sur le comportement social du patronat, hein, parce qu'autrement ça se saurait, et puis je pense que ça défrayerait la chronique parce qu'il y a beaucoup d'abus. Hein. Même dans le juridique, on s'est aperçu quand même que c'est là où on se rend compte que le patron n'a pas son rôle social vraiment, puisque on a fait des SARL, hein, donc des sociétés à responsabilité limitée. Pourquoi la responsabilité devrait être limitée d'un patron, hein. Après, on a fait des SASU ou des SAS où on a intégré dans les statuts juridiques la finance, hein, alors que la finance, c'est ce qui a tué toute la productivité et ce qui a tué tout notre pays. Hein. Donc, on se rend bien compte que le patronat, qu'il soit petit ou grand, tant qu'il n'aura pas compris et qu'il n'a pas compris, hein, visiblement, Dieu merci, il y a des exceptions comme toi et ça fait plaisir à voir. Tant qu'il n'aura pas compris son rôle social dans son tissu économique et tant qu'il n'a pas compris que le patron, ça devrait être comme un politique, c'est-à-dire qu'il devrait avoir un mandat impératif, c'est-à-dire son mandat, c'est de faire tourner sa boutique, de s'occuper correctement de ses salariés et d'avoir une responsabilité. S'il peut en tirer financièrement quelques avantages supérieurs, personne ne lui reprochera quoi que ce soit. Et on voit très bien que quand les entreprises sont gérées correctement et que le patron se comporte en acteur social et en bienfaisant avec une vraie conscience, alors rattaché à ces valeurs RSE, hein, qui sont encore une fois des vraies valeurs qui ont été détournées, que ça peut fonctionner. Donc je ne pensais pas qu'on allait parler de ça, mais c'est très intéressant parce que euh, la façon dont tu présentes la chose explique beaucoup du travail que tu fais aujourd'hui. Et puis, comme tu accompagnais les gens dans le bonheur, ça fait une transition toute trouvée. On avait un petit peu très rapidement établi des quelques jalons. Et donc, on va parler tout de suite de ton initiative qui s'appelle Construisons notre bonheur. Alors, est-ce que c'est en rapport effectivement à ce que tu faisais à l'époque de l'événementiel, hein, puisque je crois que tu n'es plus du tout en activité, là, hein, d'après ce que tu m'avais dit. Est-ce que ça a un rapport direct, construisons notre bonheur? Oui, tout à fait. Alors en fait, cette activité que j'avais jusqu'en 2020, j'étais forcé de l'arrêter. Forcé pour trois raisons. Forcé parce que le propriétaire des murs était décédé et que les héritiers voulaient vendre. Je voulais acheter, mais j'étais forcé parce que les héritiers étaient des bacroniens. Et quand j'ai voulu acheter de manière collective, en créant une société coopérative pour acheter, ils m'ont dit, Jean-Claude, on se refuse de vendre à toi parce que le capital doit rester au capital et il est hors de question que tu puisses acheter de manière collective. Donc, ça a été la Ah, deuxième d'accord. raison. Hein, c'est quand même assez grave, hein, quand même. Hein, Ah oui, de, là on voit l'idéologie, là on a bien compris, d'accord. Donc, du coup, c'est vrai que là, on a été complètement en opposition avec les héritiers. Hein. Donc, c'est vrai que là, c'était le deuxième argument pour que je sois forcé d'arrêter. Le troisième, j'avais organisé une des premières réunions Gilets jaunes en France, où on avait eu des personnes illustres comme Étienne Chouard, Boulot et autres. Et donc, c'est sûr que ça les avait aussi très gênés que je puisse me servir d'un lieu d'exception pour pouvoir faire des choses citoyennes. Donc, c'est clair qu'en 2020, en plein début du Covid, mais j'avais deux solutions. Ou rentrer en guerre avec eux pour essayer de rester au pouvoir d'une société mais dans laquelle je ne pouvais plus gérer librement puisque je n'étais pas majoritaire, ou alors quitter. Et comme on était en plein Covid, ça a été quatrième argument qui m'a fait arrêter cette activité. Je me suis dit là, Jean-Claude, il faut que tu arrêtes et que tu mettes ton énergie à aller voir ce qui se passe au-delà de la politique, dans les milieux associatifs, parce que je ne connaissais pas du tout le milieu associatif. Et donc, comme je suis un entrepreneur, au lieu d'aller voir ce qui se passait ailleurs, ce que j'ai fait, j'ai participé à la création de cette association, Construisons notre bonheur. Pour, voilà, en tant qu'entrepreneur, je me dis autant créer l'association et
de voir un peu ce qu'on allait faire. Et donc, quand j'ai arrêté le domaine de Montreuil en 2020, j'ai aussitôt participé à la création de cette association Construisons notre bonheur, qui avait comme objectif construire notre bonheur. Ça veut dire aussi de réinventer, ou en tout cas de participer à écrire un autre modèle sociétal, donc des modes de gouvernance, particulièrement l'association Construisons notre bonheur a commencé par travailler sur les modes de gouvernance. Quand j'ai commencé à rentrer dans le milieu associatif, parce que j'ai créé l'association, mais du coup j'ai voulu aller voir ailleurs ce qui se passait, je suis allé dans pas mal d'associations et j'étais frustré. Entre autres, j'ai participé à la création d'une monnaie locale, la FEV, sur l'art toulonnaise, qui marchait Ah sur un oui, mode, de gouvernance en sociocratie. Et j'étais oui. très, très, très frustré par la sociocratie. Pourquoi? Parce que la sociocratie me frustrait dans mon initiative individuelle, en tant qu'initiateur, en tant que défricheur d'idées, en tant qu'innovateur. J'arrivais toujours à des idées nouvelles. Et du coup, la sociocratie, un peu à l'exemple des banquiers, ne connaissant pas à quoi je voulais arriver, mon idée n'arrivait pas à germer. J'avais beau l'expliquer, il fallait le consensus de tout le monde, et ça ne s'arrêtait pas, ça tournait en boucle, qu'on n'arrivait pas à avancer. Et là, je me suis dit, mais en fait, il faut absolument qu'on invente un modèle horizontal de prise de décision, mais la sociocratie ne me convient pas. Donc, qu'est-ce qui me Alors, je te convient? coupe. Excuse-moi, Jean-Claude, je me permets de te couper. Est-ce que tu peux, pour nos auditeurs, parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est que la sociocratie, est-ce que tu peux nous planter le décor rapidement pour nous expliquer? On a compris pourquoi ça ne te convenait pas, mais comment, de ton côté, tu envisageais la sociocratie et pour qu'on puisse comprendre ton positionnement, s'il te plaît? Alors, en sociocratie, alors, je ne suis pas un expert de la sociocratie, parce que du coup, ça ne m'a pas convenu, mais en gros, sociocratie, une décision ne peut être prise que lorsqu'on a aucune autre, qu'il n'y a pas d'objection. Quand tout le monde, par consentement, a approuvé une décision. Tant qu'il y a un argument entendable, la décision ne peut être prise et doit continuer à être discutée. C'est comme ça que je l'explique. Mais sûrement, d'autres personnes pourront l'expliquer autrement. Oui, Euh, mais on sait un peu ça, hein. C'est-à-dire que ça génère malheureusement beaucoup, certains disent de palabres et de palabres et de palabres, mais on va jusqu'au bout de la démarche pour essayer de tirer au moment de la prise de décision une forme de consensus quasi universel, hein. C'est un beau modèle, mais c'est très difficile à appliquer. Il faut avoir ensemble une capacité à la fois à l'écoute et à se remettre en question. Mais c'est très bien pour l'ego. Ça allume pas mal les égos, la sociocratie en règle générale. L'exemple dans la monnaie locale que je parle, il y avait des arguments qui étaient entendables d'une personne. D'ailleurs, paix à son âme, elle est décédée depuis, et c'est une belle personne, hein, mais elle avait des blocages et qui ne permettaient pas qu'elle puisse entrevoir une autre façon de voir que son modèle à elle. Et donc, parce que justement, voilà, c'est comme tout le monde, hein, on connaît que ce qu'on nous a appris ou notre parcours nous a permis de comprendre. Et souvent, on a du mal à comprendre d'autres modes de pensée, d'autres modes d'action. Et donc, du coup, comme la sociocratie, c'est quasiment le consensus, mais obligatoirement, ça tourne en boucle. Et si cette personne, ses arguments sont entendables, eh bien, voilà, ça bloque un peu les idées novatrices, souvent. Voilà. En tout cas, c'est ce que là, j'étais D'accord. frustré. Donc, du coup, en bon entrepreneur, tu as entrepris et donc tu as réfléchi, tu as créé ta gouvernance, hein. Alors, explique-nous, sans trop rentrer dans le détail, hein, parce que c'est pas non plus l'objet, mais c'est très important parce que c'est tout ton parcours et ta réflexion qui s'est toujours inscrite dans une forme d'action, voire de création et de découverte, va te mener à ce que tu proposes aujourd'hui et qui, à mon avis, est un des plaidoyers les mieux structurés et les mieux réfléchis que j'ai pu voir, parce que, bien entendu, hein, comme tout le monde, hein, dans ceux qui réfléchissent sur la démocratie, la vraie, bon, on passe notre temps à réinventer l'eau chaude et la roue qui tourne et on l'aménage un petit peu. On se dirige tous, hein, entre guillemets, avec des modalités et des chemins différents vers la même direction, mais c'est toujours intéressant, hein. On avait avec Démocratie Directe, qui était l'initiative citoyenne à la base, qui a vu naître la MDF
et la MDF qui a vu naître la décrimocratie aujourd'hui, avec mon comparse et mon père, PAIRE, Cali de débilocratie, on avait commencé à faire des modèles et donc on donnait la parole à tout le monde, tous ceux qui réfléchissaient à la démocratie. Et c'était très intéressant parce qu'on se rendait compte, alors pas qu'il y avait un modèle par personne, mais qu'on avait quand même, avec force surprise, on a bien montré au bas mot une bonne vingtaine de modèles avec des différences parfois fondamentales au niveau des approches. C'est pour ça que ça m'intéresse d'entendre, et ça va certainement intéresser nos auditeurs, d'entendre ta gouvernance dans ces grandes lignes, bien entendu. Alors, ben, du coup, bien sûr, en 2017 ou 2020, je vais organiser 2019 ses premières réunions Gilets jaunes et le RIC, ben, c'était quand même des arguments de poids des Gilets jaunes. Et donc là, je me suis dit, ah, l'initiative citoyenne. Ah, ça, c'est fabuleux. Je me suis dit, ben, il faut que la gouvernance prenne le principe du RIC, permettre que l'initiative citoyenne soit mise au débat via ben, du débat et à la fin une votation pour même si on n'arrive pas au consensus, qu'un référendum permet d'obtenir l'aval d'une assemblée qui est où cette initiative a un impact. Parce que, bon, une initiative individuelle, si c'est pour faire une entreprise, pour faire la maçonnerie, l'impact sur la commune ou sur le département ou sur ça n'a pas trop d'importance. Par contre, si on veut faire des idées qui ont un impact, ben, il faut qu'elles soient soumises justement à ce référendum. Donc, le RIC, on a utilisé le RIC comme outil de prise de décision en mettant tous les moyens de débat pour permettre ensuite, à l'issue du débat, de mettre en place une votation pour que, eh bien, on puisse valider l'idée une fois qu'elle a été débattue par tout le monde, argumentée, et avec des schémas, bien sûr, avec 2 tiers de oui, en prenant en compte le vote blanc. Bon, on a fait beaucoup d'innovations à ce niveau-là. Tu parlais à peine du mandat impératif. C'est des choses aussi que l'on a fait, puisque, en fait, au-delà de ce RIC, de cette gouvernance, on a créé l'association Construisons de Bonheur, a créé en 2021 une assemblée citoyenne où on a eu à peu près 1000 membres dans le Var et on s'est dit, tiens, pour financer tous ces projets d'intérêt collectif, parce que l'association Construisons de Bonheur était là comme objet de construire des projets d'intérêt collectif sur la santé, l'environnement, l'éducation et autres, on s'est dit, on a besoin de moyens financiers. Où on va les trouver, ces moyens financiers? Et on a découvert que les élections législatives permettait de chaque vote pour un candidat, bon, certaines conditions il faut remplir, mais chaque personne qui vote pour un candidat aux élections législatives fait gagner 1,67 € à peu près par an au parti politique. On s'est dit, ah, c'est super, imaginons qu'on ait 10 000 votants pour nous, dans le Var, 10 000 fois 1,67 €, ça va faire eh bien, 10 000 fois 16 000 et quelques euros. Alors, c'est-à-dire avec 16 000 € par an, on va commencer à pouvoir financer des choses. Et donc, on a monté une assemblée pour pouvoir présenter des candidats aux élections législatives, pour aller chercher cet argent et faire connaître aussi, bien sûr, notre vision politique. Et donc, l'association Construisons de Bonheur a été dans une première axe, à la fois plutôt un axe politique, puisque ça a été le premier, avant de créer l'association, ça a été un argument, un slogan pour les premières élections que l'on a fait en 2021, pour les élections départementales. Ça a été le slogan du premier groupe qui a été créé. Donc, premièrement, un slogan, ensuite, c'est devenu une association, et ensuite, c'est devenu une assemblée, et avec ce modèle de RIC. Voilà, si j'ai un peu résumé. Ouais, très bien. Alors, quelques questions un peu techniques, mais qui intéressent tous les démocrates qui réfléchissent. Est-ce que, donc je suppose que dans le modèle de gouvernance, on est en dehors de la République est terminée. Est-ce qu'il y a des représentants? Est-ce que ça s'appuie sur une forme de représentativité? Ou est-ce que vous êtes dans le schéma dit systémique d'assemblée citoyenne un peu partout, avec une assemblée constituante aussi et différents types éventuellement de gouvernance locale, départementale, régionale, nationale?
comment vous fonctionnez très rapidement, hein, on ne va pas s'attarder, mais c'est toujours D'accord. aussi intéressant de voir ce que vous aviez réfléchi et ce que vous proposiez dans le cadre de ces élections. Alors, 2021, on a fait ces élections départementales, mais là, on ne se connaissait pas. C'est là qu'on a commencé à se connaître. 2022, on a créé cette assemblée citoyenne où on a présenté ces ambassadeurs de l'assemblée. Et là, on a vraiment mis en place le programme. Qu'est-ce qu'on cherchait à ce moment-là? À ce moment-là, on cherchait de manière, c'était pas une vie. Le député, c'était vraiment un argument que financier d'aller chercher, donc de faire ces élections. On savait bien qu'on n'avait pas de député. Euh, Notre objectif, il était de trouver les moyens pour construire des projets d'intérêt collectif, quoi. Donc sur la santé, l'environnement. C'était ça la stratégie. Et ça s'arrêtait là à ce moment-là. On n'avait pas d'autres objectifs que cela. Donc en effet, il est en train de tourner là, le site sur le site construisonsnotrebonheur.com, construisonsnotrebonheur.com. On a le détail de ce mode de gouvernance par le RIC. Euh, et donc voilà, c'était vraiment l'objectif consommateur, c'était de mettre en place un mode de gouvernance pour créer des projets d'intérêt collectif, je répète, et pour créer à ce moment-là des sociétés coopératives d'intérêt collectif, puisque on a cherché des modèles de structure qui pouvaient, comme je disais tout à l'heure, les SARL, responsabilité limitée, bon, tout ça, les sociétés à capitaux, euh, on s'est dit, on a trouvé, on a découvert ces SIC, ces sociétés coopératives d'intérêt collectif, et on s'est dit, ah, ça, c'est vraiment pas mal du tout. C'est à la fois des sociétés à capital, parce qu'en général, ces SIC sont créés sous des statuts de SAS, Société Action Simplifiée. Et donc, on va pouvoir chercher du capital, mais à la fois, c'est des modèles coopératifs où ça oblige, en plus, dans ce modèle coopératif, ça oblige, la SIC oblige à mettre dans la gouvernance, donc dans la prise de décision, au minimum, 3 parties prenantes essentielles de l'activité. En gros, pour pouvoir monter une SIC, c'est obligatoire, il faut qu'on implique les salariés, les clients et les fournisseurs dans la prise de décision. On peut aller un peu plus loin, mais au moins ces trois-là, pour résumer. Et ce qui fait que, on s'est dit, c'est fabuleux, parce que qu'est-ce que c'est aujourd'hui le problème de la société, le problème de la politique aujourd'hui? C'est qu'en fait, on prend des décisions d'un intérêt souvent d'une corporation, d'un intérêt d'un petit groupe, d'un intérêt d'oligarchie. Alors que justement, si on arrivait à prendre des décisions qui prennent en compte les clients, les salariés, les fournisseurs, les usagers, et ainsi de suite, si on arrive à créer des entreprises qui arrivent à être viables et en prenant en compte l'intérêt de la chèvre, du chou et de la fermière, qui semble a priori très compliqué, on a gagné. Puisque Tout à fait. qu'est-ce qui dirige le monde? C'est une multinationale. Et si on arrive à créer des modèles qui sont tout à fait autres et que ça fonctionne, eh bien, on a trouvé comment faire autrement. Voilà. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement la finalité de la décrimocratie puisque on essaye de créer un cercle vertueux dans le cadre de la paysannerie entre les élus, les citoyens et les producteurs agricoles au niveau local en essayant de remettre en place justement tous ces acteurs, ces consommateurs aussi, comme le dit très bien et justement Philippe Grégoire, en essayant de remettre à sa place la proximité, le petit commerce. Hein, et c'est pour ça que nous avons des gens comme Martine Delette et Claude Diot qui ont voué les 25 dernières années de leur vie, non pas à lutter contre la grande distribution, mais à lutter contre leurs abus, contre leur corruption et à faire comprendre aux gens que les grandes surfaces sont des destructeurs d'emplois et de tissu social. Donc tout ce que tu expliques, c'est exactement ce qu'on veut essayer de faire par la substitution et bien entendu sans oublier le secteur de la transformation, de la logistique, puisque aujourd'hui, l'oligarchie, le grand capital, alors c'est marrant parce que quand j'étais jeune, on entendait les communistes qui à l'époque avaient déjà plus de 20% encore, hein, maintenant malheureusement ce parti, je dis malheureusement parce qu'il y avait des grandes valeurs humanistes et qu'il ne faut pas confondre le marxisme avec le léninisme ou le stalinisme, par exemple, hein, sans rentrer dans les détails, mais on peut quand même concevoir et accorder que le communisme est une belle idée à la base qui n'a pas forcément été toujours très appliquée. Hein.
mais qui a ses limitations, hein, comme tous les modèles politiques, hein, comme le capitalisme, où on peut trouver des belles idées aussi. Et donc, c'est exactement ce dont tu parles, c'est exactement et je comprends mieux pourquoi ça t'a tout de suite interpellé quand je t'ai demandé de nous rejoindre en tant que co-appelant à la décrimocratie. C'est exactement ce que tu es en train de nous expliquer. Alors, du coup, si j'ai bien compris, de Construisons notre bonheur de cette association, vous avez fait des rencontres, vous les appelez les rencontres du sens, hein, donc des rencontres qui ont du sens. Et du coup, si j'ai bien compris, il y a une transition qui a été faite avec ce qui était la multi-locale, hein. Je vais partager le visuel en même temps que je vous parle, hein. Donc, vous avez un autre site qui s'appelle la multilocale.org cette fois-ci. Est-ce que tu peux donc nous expliquer le parcours de Nous construisons à notre bonheur à la multilocale? Est-ce que ces deux cohabitent? Est-ce que ça collabore? Est-ce que l'une est la conséquence de l'autre? Ou est-ce que les chemins se font en parallèle? Et explique-nous un petit peu ce qu'est la multilocale, ce qui t'a mené donc à l'escapade, ce qui sera la troisième partie de notre émission pour parler du plaidoyer. Alors, du coup, quand on a construit notre bonheur, comme pour construire ces projets d'intérêt collectif, en effet, on a organisé ces rencontres du sens. Pour construire, pour co-construire, hein. Et donc, du coup, on en a fait, bien sûr, sur l'alimentation, l'éducation, on en a fait plus de 19. Et donc, certaines, on a fait plus de 1000 personnes. Et en général, on faisait tout à peu près entre 200 et 250 personnes. Et donc, toutes ces rencontres ont permis de faire émerger des projets, entre autres l'alimentation. Parce que la santé aussi, mais bon, c'est plus difficile aujourd'hui de s'attaquer à la santé. L'alimentation, ça nous touche plus concrètement et surtout, c'est dans l'actualité. Et, bon. Et donc, du coup, l'alimentation, on s'est aperçu qu'il fallait relocaliser une agriculture locale et saine, hein, avant que ce soit la conjoncture actuelle vienne encore plus appuyer cette nécessité. Et donc, on avait pensé à ces modèles coopératifs, ces SIC, et on s'est dit, on va créer une SIC, la multilocale, pour redynamiser un tissu économique local et surtout l'agriculture. Et donc, la multilocale travaille sur trouver des solutions pour permettre aux agriculteurs de mieux gagner leur vie pour se développer. Et donc, la multilocale a deux axes. Un axe de recherche et développement. Comment faire autrement? Donc, et pour trouver des produits précis. Par exemple, aujourd'hui, on travaille sur des modèles de repas vertueux en kit, ou des boissons locales faites par les jeunes en collaboration avec des lycées agricoles. Ça, c'est concret. C'est des produits qui permettent d'acheter des produits locaux et de les vendre dans un modèle vertueux. Et aussi, la multilocale travaille, ça va être justement l'exemple de l'escapade, travaille pour essayer d'être un lobbying positif auprès des collectivités locales pour les amener à mettre en place de vrais programmes alimentaires dans leur politique municipale. Donc, le multilocal travaille sur l'axe plaidoyer et sur l'axe produit-projet. Sur l'axe produit-projet, avant de venir sur le plaidoyer, aujourd'hui, justement, on s'est dit, tiens, pour relocaliser une agriculture, qu'est-ce qu'il faut? Il faut payer les producteurs plus cher. Parce que sinon, aujourd'hui, on sait très bien que si on achète moins cher, les producteurs ne gagnent pas leur vie. Donc, il faut acheter au paysan, il faut acheter le plus cher possible. On est parti de ce constat-là. Le plus cher possible, ça veut dire dans la mesure du possible. Hein. Il ne s'agit pas de surpayer un kilo de carottes avec 1 euro le kilo. Hein. Mais le plus cher possible, dans la mesure du possible, acheter et vendre le moins cher possible. Parce que sinon, si on vend trop cher, on va être sur une clientèle de niche. On va pouvoir acheter des beaux produits qualitatifs, comme les 4 étoiles, les restaurants 4 étoiles savent le faire, et vendre très cher, mais à une clientèle un petit noyau de peau. Et donc, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas ça qu'on voulait faire. On veut faire vendre le moins cher possible pour démocratiser et pour pouvoir justement relocaliser l'alimentation, une agriculture. Il faut vendre beaucoup. Sinon, si on ne vend pas beaucoup, on ne relocalisera pas beaucoup. Et donc, on s'est dit, là, il y a un vrai problème économique. On achète cher, mais on ne vend pas cher. C'est tout l'inverse de l'économie de marché. L'économie de marché, c'est acheter pas cher et vendre cher. Nous, on achète cher et on ne vend pas cher. Donc, on s'est dit, on est en train d'inventer l'économie inversée. Ok, c'est bien beau là, mais comment on va vivre de ça? Parce que c'est bien beau, mais là, où est la marge? Il n'y a plus de marge. Oui. Et là, d'où vient à nouveau la RSE? On s'est dit, alors en fait,
au lieu de gagner des sous sur la marge du produit, on va essayer de gagner sur l'intérêt collectif, le sens que notre produit amène en termes d'économie locale ou en termes d'impact social et environnemental. Et on se dit, ah ben en fait, la RSE, les entreprises locales, elles ont un rôle sociétal à tenir. L'alimentation, c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Du coup, est-ce que, au lieu de gagner de l'argent sur le produit, si on pouvait financer l'entreprise, non plus en vendant le produit, mais en trouvant une activité parallèle, complémentaire. Et donc, la multilocale, aujourd'hui, vend des produits, des fruits, des légumes, ces repas vertueux en kit ou ces boissons locales faites pour les jeunes, mais sans gagner d'argent sur ce produit. Elle gagne de l'argent autrement, en faisant de la formation auprès des entreprises qui participent au projet, en utilisant les budgets OPCO et autres. Elle fait de l'accompagnement RSE, parce que l'entreprise trouve du sens puisqu'elle le passe dans une image de marque, dans ce qu'on appelle aujourd'hui les marques employeurs. Elle gagne justement en créant une économie circulaire. Et c'est ça aujourd'hui que la multilocale met en œuvre. C'est un modèle économique qui ne vend plus le produit, en tout cas qui ne gagne pas d'argent sur le produit qu'elle vend, mais qui gagne sur l'argent, sur le rôle que l'entreprise l'intérêt que l'entreprise a à participer au projet. Je ne sais pas si c'est Alors, clair, mais si, voilà. c'est très clair. Je le résumerai en une phrase, si j'ai tout compris, hein, sous réserve que je n'ai pas compris. Vous mettez côte à côte la vente de biens et de services, ni plus ni moins. Sur le bien, vous ne faites pas de marge et vous faites la marge sur le service. Oui, c'est très clair et c'est très intelligent. Alors, c'est très intéressant. Je vais spolier un petit peu parce que tu as parlé tout à l'heure du revenu et donc je vais partager une infographie qu'on a générée, je ne sais pas si les gens pourront le voir, qu'on a générée par IA, parce qu'avec Philippe Grégoire, on a beaucoup travaillé au résultat de ces 25 années de réflexion de sa part, beaucoup plus, puisque c'est un homme qui est paysan, qui est fils de paysan, hein. Et donc, on a beaucoup travaillé sur le revenu agricole. On va faire un dossier. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que je voudrais juste dans ce dossier que l'on va mettre à disposition des gens, hein, on a fait une approche qui n'a jamais été faite, que Philippe Grégoire avait déjà fait, mais aujourd'hui on s'est servi d'un dernier rapport qui a été présenté au Parlement en 2025, hein, sur la valeur et les marges dans les filières agricoles, dans les 15 filières agricoles. Et qu'est-ce qu'on trouve, hein, parce que c'est très intéressant ce que tu dis, parce que ça illustre et ça met en évidence notre problématique d'une paysannerie qui se tue au travail et qui n'est pas payée. Aujourd'hui, sur 100 euros, là, ce que vous voyez, c'est 100 euros que le consommateur que nous sommes tous dépensons dans les filières agricoles, hein, quand nous faisons nos courses, pour être simple et un peu schématique. Et le revenu du, euh, de l'agriculteur que l'on voit ici avec sa fourche pleurée est de 4,50 €, c'est-à-dire que il touche moins que la TVA 5,5 sur 100 euros, hein, puisque c'est de l'alimentaire où la TVA est à 5,21. Et là où on voit les marges énormes, hein, de la distribution, hein, pas forcément quand on parle de la distribution, c'est tout le secteur de la distribution, hein, à 37 euros, donc on va dire, allez, on va arrondir à 37%, 11% la logistique, 9% le stockage, 1,5% l'investissement matériel, donc tout ce qui est financier au sein de l'entreprise, l'alimentation des animaux ou les intrants dans le sol, 3,5 euros, la transformation, 28 euros. Et donc celui qui est le moins payé et qui est à la base de tout, c'est le paysan, 4,5 euros. Et alors c'est là où je veux en venir parce qu'il y a un parallèle assez intéressant. Dans la façon où vous avez réfléchi en disant on ne va pas faire de marge sur la vente de biens, mais on va faire de marge sur la vente de services, ça m'a fait penser tout de suite au fait que cette filière agricole, on le sait tous, ou si on ne le sait pas, elle est très subventionnée. Et il n'y a pas que la filière agricole d'ailleurs qui est subventionnée, hein, parce que les subventions de la grande distribution, par exemple, ou des grands groupes
par les allègements de cotisations sociales, ça nous coûte 120 milliards par an. Donc c'est du financement. Sur les 4,5 euros que touche le revenu paysan, 3,5 euros, ce sont des subventions. Ce qui veut dire que le modèle, il est complètement fou. Il n'existe plus. Alors, où je veux en venir, on ne va pas développer là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que dans la réflexion que vous avez eue à votre niveau aussi, vous êtes posé les bonnes questions et vous avez bien vu et vous avez constaté de fait que ce n'est pas celui qui produit, hein, ce n'est pas le producteur qui ramène les bénéfices et une juste rémunération de son travail, c'est toutes les valeurs ajoutées à côté de la filière, hein, jusqu'à nous consommateurs, qui faisons que aujourd'hui, ce secteur d'activité, non seulement ne vend pas et ne choisit pas ses prix de vente, c'est quand même incroyable, hein. Imaginez n'importe quel entrepreneur, quel qu'il soit, qui vende du bien ou du service, qui ne fait pas ses prix de vente, eh ben, c'est le cas de filières agricoles. On croit rêver, mais c'est comme ça. Et ça, les gens ne le savent pas, la grande majorité du temps. Et donc, euh, dans ce que vous vous proposez, en fin de compte, vous avez aussi indirectement une forme de compensation pour essayer de préserver le pouvoir d'achat, hein, puisque vous essayez d'augmenter les marges à la base et de vendre moins cher, donc dans une démarche inversée. Et en même temps, pour vous en sortir, vous êtes obligé de faire une prestation de service qui peut faire que l'équilibre, hein, il ne s'agit pas, j'ai bien compris, hein, dans votre démarche, il ne s'agit pas vraiment de gagner de l'argent ou de faire prospérer, il s'agit juste d'arriver à un équilibre et éventuellement d'avoir quelques capacités d'investissement pour développer l'association, l'entreprise, enfin La coopérative. la coopérative, hein, puisque c'est sous forme coopérative. Donc c'est un modèle entre guillemets vertueux, hein, et c'est très 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 intéressant parce que c'est le cœur même. C'est marrant parce qu'on dit qu'il n'y a que les montagnes qui se rencontrent jamais, mais le parcours que tu as eu, Jean-Claude, et avec tous les gens qui t'entourent, vous arrivez à la même finalité, présentée de façon différente que 40 ans ou 50 ans, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, 40 ans ou 50 ans d'un homme comme Philippe Grégoire qui réfléchit sur son métier et sur les responsabilités qu'ont les paysans vis-à-vis d'eux-mêmes. Comme nous, en tant que consommateurs, on a une responsabilité terrible, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment des consommateurs habitués, hein, je me mets dedans, hein, on est très loin d'être des citoyens éclairés, et c'est des initiatives et des gens comme toi qui réfléchissent qui nous font aller, à mon avis, hein, je pense, dans la bonne direction. Alors, je m'excuse, j'ai fait une petite incise un peu longue, mais c'était très important parce que tu parlais justement de ce revenu et tu nous expliquais que c'est ça, le rôle citoyen, ce dont on parlait au début d'émission, le rôle citoyen du patron, hein, du patronat qui devrait avoir ce rôle social et citoyen, c'est de donner de la véritable reconnaissance à ceux qui produisent, hein, et non pas ceux qui vivent sur le dos des producteurs. Voilà. Je ferme cette parenthèse. Je m'excuse, c'était un peu long, mais je trouve que il y a dans cette démarche quelque chose avec ce que vous faites à la multilocale et avec donc le plaidoyer escapade, quelque chose d'extraordinaire. Alors, sauf si tu as quelque chose à compléter et si tu veux Alors, rebondir, on va aller sur l'escapade, sauf si tu veux rebondir. ouais, oui, juste, je voudrais justement, c'est intéressant ce que tu m'as dit parce que, la multilocale, justement, comme c'est une SIC, et la SIC, on a bien dit tout à l'heure elle obligeait de faire rentrer toutes les parties prenantes dans la coopérative. Ça veut dire que toutes les filières qu'on a vues tout à l'heure, la logistique, les engrais, les aliments et tout ça, eh bien, ils sont partie prenante de la multilocale. Et donc, en fait, on a plus des structures qui fonctionnent indépendamment, mais on fait en sorte que toute la chaîne, toute cette économie véritablement circulaire et régénérative, parce que c'est le terme, cette économie régénérative, tous les partenaires sont impliqués dans la multilocale et ils ont tous à la fois la compréhension de leur rôle pour avancer ensemble dans l'objectif de développer leur activité, mais également d'améliorer la souveraineté alimentaire. Donc la SIC permet justement d'avoir l'outil, la structure fédératrice, et le RIC, la gouvernance par le RIC, nous permet justement d'arriver à prendre des décisions
concertée avec des acteurs qui sont au départ opposés dans l'intérêt. Donc, du coup, tout ce déroulement qu'on a fait, ce fil conducteur de modèle de gouvernance, des cycles, aujourd'hui, on a tiré ce fil pour avoir quelque chose qui fonctionne. Voilà, donc voilà, c'est trouver l'intérêt commun. Alors enfin, c'est vraiment avec grand plaisir, hein, parce que on se découvre aujourd'hui, Jean-Claude, mais c'est avec grand plaisir que j'entends euh, le résultat de tes expérimentations, de tes expérienciations aussi, c'est-à-dire que on peut parfois se tromper et revenir en arrière, et je pense que comme tout entrepreneur qui se respecte, c'est aussi une des conceptions avec laquelle vous avez avancé. Dans le modèle que tu présentes, dans cette réflexion que tu présentes, on a le politique au service de l'économie et l'économie au service du politique qui sont imbriqués. Et l'économie est un chemin pour arriver vers une forme de démocratie, ce qui pourrait paraître paradoxal a priori pour les gens, puisqu'on a toujours tendance à d'abord à les séparer, et puis nous qui vivons depuis quelques générations et depuis de plus en plus depuis l'après-guerre dans un capitalisme sauvage, un libre-échange international où le monde est devenu un village et où plus rien ne respecte personne, hein, et où quand il y a eu quelques tentatives comme à l'international, la charte de la Havane, bien sûr, elle n'a pas été appliquée, qui fait partie d'ailleurs des solutions que préconise Philippe Grégoire. On en parlera un jour, on va lui dédier encore une émission, on en a fait une de 3 heures à ce niveau-là, mais c'est très important ce que tu dis, parce qu'en finalité, c'est ça, c'est l'économie est au service du politique et le politique est au service de l'économie, et à travers ce choix économique, on arrive à une politique et donc à une gouvernance démocratique. C'est quand même un chemin qui, a priori, comment dirait, n'est pas intuitif et n'arrive pas tout seul. Il faut le pratiquer et il faut y réfléchir longtemps, hein. Je ne sais pas si tu es d'accord sur la façon que j'ai de résumer le travail que tu fais. Tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est en expérimentant, en voulant, en ayant un objectif et voilà, en cherchant les solutions oui, pour que l'économie soit au service de l'humanité. Et voilà, donc c'est vrai que aujourd'hui on est en train d'arriver. Et du coup, alors Escapade, du coup, ça rebondit bien ce que tu disais, parce que Escapade, c'est quoi? Escapade, c'est un collectif qui réunit un intercollectif qui réussit un ensemble de structures, que ce soit d'associations, des traiteurs, des diététiciens, des tiers-lieux. Bon, il y a un ensemble. Et l'objectif d'Escapade, on a créé un plaidoyer. Alors là, le plaidoyer, c'est quoi un plaidoyer? Un plaidoyer, c'est pas un référendum. Un plaidoyer, c'est pas une pétition. C'est pas plaidoyer, ça vient quand même amener de l'info. C'est au départ le mot plaidoyer, hein, on vient plaider une cause. Donc aujourd'hui, on écrit ce plaidoyer sur l'alimentation durable et l'agriculture paysanne pour justement faire prendre conscience, alors à la fois aux citoyens et à la fois influencer les listes municipales pour qu'ils puissent mettre dans leur programme, dans leur politique, un vrai programme pour améliorer la souveraineté alimentaire de leur territoire. Et donc ce plaidoyer, il y a à peu près une trentaine de points. Donc en fonction de ce qu'on coche au départ, si on coche qu'on est citoyen ou si on coche qu'on est une liste municipale, les questions, c'est les mêmes. Les questions, c'est les mêmes, c'est la réponse qui diffère. Dans un cadre de citoyen, on demande aux citoyens de savoir si le sujet, par exemple, une des premières questions, c'est est-ce que d'après vous, est-ce que pour un citoyen, est-ce que d'avoir une fais tourner parce que j'arrive plus à la formuler. Vas-y, avance comme ça, je vais de voir le truc. Est-ce que oui, j'essaye de te suivre dans ton déroulé. Ouais. Voilà. Vas-y, voilà. Donc là, du coup, on laisse ça. Oui, non, parce que tu n'as pas cliqué. Il fallait que tu cliques. Tout ça, c'est les Ah, pardon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse alors? Donc, clique citoyen. Clique en tant que citoyen. Voilà. Donc là, tu peux dérouler. Donc là, on demande quelle région, parce qu'au départ, on l'avait fait pour le Var et on s'est aperçu que beaucoup d'autres endroits le voulaient. Et donc première question qu'on pose aux citoyens, c'est nommer un élu agriculture et alimentation durable. Pour vous, est-ce que c'est important
c'est essentiel, c'est très favorable, secondaire, peu important ou pas d'intérêt, à ce qu'on nomme un élu à l'agriculture et à l'alimentation durable. Donc ça, si on est citoyen, on a cette réponse-là. Si on avait coché en premier une liste municipale, ça aurait été la réponse, la question était la même, et ça aurait été, vas-y, clique, on remonte, et clique, voilà, clique là plutôt, hop, descend, voilà, clique, voilà, parfait. Et là, du coup, la question était la même. Donc, nommer un élu agriculture, alimentation durable. Et par contre, du coup, la liste, on lui demande, euh, est-ce que c'est prévu dès le début de votre mandat, ou est-ce que c'est pas prévu, ou autre. Et s'ils cliquent autre, ils peuvent venir argumenter. Voilà. Et donc, ça, toutes les questions, c'est dans ce sens-là. Après, on leur demande aussi de créer une commission. La deuxième question, est-ce que créer une commission qui multi-acteurs pour justement apporter des solutions, trouver des solutions sur le thème de l'alimentation. On a d'autres questions sur les cantines. Bon, on va dire, là, il y a encore 30 points. On a créer des jardins collectifs. Est-ce que la mairie pense que créer des jardins collectifs, est-ce que c'est prévu, est-ce que c'est pas prévu? Et est-ce que pour les citoyens, si c'est essentiel, secondaire? Donc voilà, il y a à peu près une trentaine de points comme ça qui instruisent. Alors, le plaidoyer, justement, il vient instruire. On va parler, par exemple, de la loi Egalim, on va parler de la zone agricole protégée, on va parler de DICRIM, hein, on va parler le plan communal de sauvegarde. Et du coup, ça oblige quand même à. C'est pour ça que c'est plus loin qu'une pétition, ça oblige quand même à s'informer. Et le plaidoyer apporte des informations. Avant de répondre, on apporte un peu on développe un peu le sujet. Alors c'est vraiment très intéressant. Moi, j'avoue que au premier abord, hein, je le dis en toute transparence, au premier abord, j'ai été fort surpris. Je me suis dit, ah, voilà encore un formulaire Framaform ou Google Doc de plus. Il n'est pas très sexy sur la page d'accueil, hein, on est vraiment sur un truc. Mais en fin de compte, c'est très, 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 très bien pensé parce que non seulement en fonction de l'entrée, hein, c'est-à-dire du type de personne qui répond, citoyens, associations, structures diverses et variées, vous avez prévu des parcours différents et c'est très intéressant, avec des questions qui sont vraiment essentielles. On ne va pas rentrer dans le détail parce que je mettrai dans les liens, dans les descriptions des vidéos, je mettrai le lien hein, que j'ai mis d'ailleurs à côté de Escapade. Alors c'est un lien un peu abscon, donc on peut pas le dicter, mais on va le mettre partout dans les vidéos et puis vous les retrouvez sur les sites internet aussi, puisque les Sur la sites internet multilocale, voilà. si on va Hein. sur la multilocale.org, la multilocale tout accroché.org, on l'a en première page. Si on va sur le site Construisons notre bonheur également, donc c'est facile à retrouver. Hein. Voilà, le lien est facile à Tout à trouver. fait. Et alors, moi, ce que j'ai trouvé fort intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que l'on remplit ces questionnaires, non seulement vous nous forcez à se poser certaines questions, j'avoue que même j'ai appris certaines choses, hein, je dis en toute humilité, et ça fait du bien de savoir qu'on ne sait pas tout. Et ce qui est très intéressant, c'est que parfois il y a des petites rubriques, là, comme par exemple, on pose une question concernant la création d'espaces agricoles test pour permettre à de nouveaux agriculteurs ou agricultrices de lancer leur activité. Donc, on demande l'avis, nous, à la personne qui remplit son plaidoyer. Et puis, de temps en temps, eh ben, tu dis, ah ben ça existe déjà. C'est possible. Et vous citez et vous envoyez les informations, les fermes municipales pédagogiques, etc. Bon, bref, il y a un véritable travail à la fois de questionnement, de renseignement, il y a un véritable travail d'information, il y a un véritable aussi travail d'exemplarité, hein, puisque, par exemple, ici, quand vous posez la question de savoir si mettre en œuvre un programme municipal de sensibilisation aux enjeux de l'alimentation durable est essentiel ou qu'il n'y a pas d'intérêt, en tout cas, vous montrez des exemples à chaque fois de choses qui ont pu être faites. Et si, bien sûr, il n'y a rien, hein, puisqu'on est dans comment dirais-je, une, euh, une- Une un transition, on va objectif dire, une de transition. création hein, et de réflexion, ben, on a la possibilité aussi de faire, à un moment donné, des recommandations. Donc,
le côté très austère de la page d'accueil, hein, ce serait bien que vous mettiez quelque chose. Surtout ne vous arrêtez pas là-dessus parce que je trouve que c'est magnifique. Et vous voyez, à la fin, vous avez sérieusement un engagement à faire avec une signature. Vous mettez votre numéro de téléphone, etc. Vous pouvez uploader votre logo ou votre signature en fonction de la façon dont vous êtes. Et moi, je me suis rendu compte que les jours avancent, et plus les jours avancent, et plus on a de signataires, alors qui sont validés, si j'ai bien compris, après un contrôle, je suppose, hein, de ce qui a été fait. Alors, vous voyez, D'ailleurs, on n'a pas encore mis on n'a pas encore mis la décrémocratie, il faut que on s'en occupe en ni effet. Il la faut que, MDF, oui, voilà. oui, mais c'est normal, je l'ai rempli hier, hein, c'est ce que je regardais. Bon, bref, en tout cas, ce que je trouve admirable, c'est le travail qui est fait derrière et dans cette conception, parce que ce plaidoyer est constructif. Aujourd'hui, c'est ce qu'on met sur la page d'accueil de la décrimocratie. On a un problème avec nos médias, quels qu'ils soient, hein, d'ailleurs, hein, mais c'est pas non plus une critique ni un jugement. C'est-à-dire que quand on est dans la proposition, bah, c'est pas très funky, quoi. Hein, c'est pas ça qui fait vivre les médias d'actualité. Il faut toujours qu'il y ait une actualité qu'on pousse une autre. Il faut toujours réagir et susciter des émotions, voire de la haine. Bref, et du coup, tous ces, y compris hein, dans ceux qui partent d'une bonne base et qui ne sont pas là pour faire de la désinformation, mais plutôt des fois même de la réinformation, n'ont plus d'existence qu'à travers ce schéma. Et c'est vrai que c'est pas très attirant de faire des propositions. Hein. On est bien d'accord que être constructif et proposer, c'est moins attirant que de permettre, pour être un peu vulgaire, de gueuler à tort et à travers, mais souvent à travers, mais souvent aussi à raison, sur le constat de notre monde qui nous entoure, hein, qui est bon, qui est devenu, on est vraiment, on a l'impression d'une fin de civilisation, et pourtant tout n'est pas fini, et avec des gens comme vous, avec vos initiatives, on peut peut faire quelque chose. Quoi. Je trouve vraiment, je tenais à le dire officiellement, Jean-Claude, que votre travail est admirable. Je ne connais pas d'ailleurs tous les collectifs qui commencent petit à petit à venir. Mais je pense que le travail que tu fais avec ton plaidoyer et la décrimocratie vont faire converger des gens, puisque l'intérêt de la chose, c'est que chacun reste droit dans sa route. Il n'y a pas d'interaction. Ce sont des collectifs. Vous avez, vous, avec Escapade, fait un regroupement de collectifs pour ce plaidoyer. Vont s'agréer qui le veut, que ce soit des citoyens, que ce soit des structures, que ce soit des scopes, que ce soit des sociétés. Bref, on ne demande rien à personne, si ce n'est de participer à un élan et de travailler main dans la main. C'est exactement la démarche de la décrimocratie, c'est-à-dire pas de parti, pas d'existence. Alors, moi, je suis président d'une association de fête de loi 1901. Toi, tu gères une association de loi 1901. Mais vous avez créé un collectif qui est donc une association de faits dans un but bien précis. Et je trouve que la démarche, bah, elle est salutaire et elle est même salvatrice, hein, dans le bon sens du terme. Voilà. Excuse-moi, j'étais un peu Merci. hableur, Alors, mais merci. je voulais le dire ce que je pensais parce que je trouve ça Eh, admirable, vraiment. justement, toi, merci de ta critique parce que, en fait, moi, j'adore les critiques parce que c'est pas les compliments qui font avancer, c'est les critiques. Alors, bien sûr, la critique, pas pour faire mal. Si on vient là critiquer à quelqu'un, ah, t'as des grandes oreilles ou t'as un grand nez, ça apporte rien. Hein, la personne, elle est telle qu'elle est, elle va pas changer son. Mm. Maintenant, par contre, de dire cette première page n'était pas attrayante, ça m'a du coup, ben, on m'avait pas encore dit. Sûrement, ben voilà, c'est pas ressorti. Pourtant, il y en a plein qui ont dû penser comme toi. Mais en fait, on nous a appris souvent à pas exprimer nos ressentis. Alors que là, ben, c'est tout à fait entendable hein, que tu dis qu'elle n'est pas attrayante, et c'est vrai qu'elle n'est pas attrayante. Et ça m'a fait tilt. Putain, en fait, il faut qu'on la rende plus attrayante. Il faut qu'on la rende plus attrayante, donc peut-être en mettant une vidéo, mais également, il faut qu'on la rende plus attrayante en mettant d'entrée peut-être un chant. Comment, peut-être poser la question, hein, comment est-ce que vous trouvez cette première page attrayante ou pas? Et qu'est-ce que vous aimeriez voir comme message
pour que ça vous accroche plus. De manière peut-être dès l'entrée qu'on rende celui qui va participer au formulaire, de le rendre acteur de ce formulaire. Voilà, ça va de suite, ça tout m'a à pensé fait. ça. Voilà. Ouais, mais c'est tout à fait la problématique c'est la problématique de tous les démocrates, quels qu'ils soient, hein, parce que vraiment on est pluriel. Quand je parle de démocrates, on est bien d'accord, je parle de démocrates plus ou moins directs ou participatifs. Je parle pas des démocrates à l'américaine ou des démocrates qu'on nous vend depuis 40 ans dans les gouvernements successifs qui ont mené la France là où elle est aujourd'hui, hein, entendons-nous bien. Et c'est vrai que aujourd'hui, il est compliqué de faire comprendre aux gens que nous avons tous un pouvoir. C'est-à-dire que ce n'est pas l'homme ou la femme providentielle qui va nous sortir de l'ornière, c'est notre pouvoir individuel au service du collectif, hein. C'est comme dans le sport d'équipe, hein. C'est-à-dire que aussi bon soit-on, dans un sport collectif, on ne gagne jamais. Voilà. Moi, je suis issu du monde du basket. J'ai eu la chance d'avoir quelques talents et d'avoir fait un petit peu de basket à un niveau national. Bon, j'aime beaucoup. On se rend compte que les meilleurs sportifs, dans le basket, il y a un homme comme Michael Jordan que tout le monde connaît, même si on ne connaît pas le basket. Bon, cet homme-là, il a fait des choses individuellement extraordinaires. Il a attendu 7 ans avant de gagner son premier titre en NBA parce que sans le collectif, nous n'existons pas, hein. Et nous sommes des gens, l'humanité est tribale, nous avons besoin de l'autre pour vivre. J'écoutais dernièrement Louis Fouché et Didier Maistre dans une super émission concernant la loi Falorni. Et Louis Fouché nous expliquait que sans l'autre, nous mourrons et que isolés, nous n'existons pas. Et c'est très intéressant de comprendre qu'à travers un plaidoyer comme vous l'avez fait, eh ben c'est la réflexion sur ce que nous sommes en commun. Est-ce que cette économie, c'est là où c'est vraiment paradoxal, il faut que les gens comprennent, c'est que cette économie, si elle est vertueuse, hein, et pas comme elle est aujourd'hui, hein, et donc que pouvons-nous faire? Eh ben, c'est exactement ce que tu préconises, c'est ce qu'on essaie de mettre en avant aussi avec la décrimocratie, c'est d'essayer de retrouver une forme d'éthique et de travail en collaboration respectueuse avec tous les acteurs, que ce soit les représentants élus, que ce soit les citoyens que nous sommes tous, les consommateurs que nous sommes tous et les producteurs. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Si tu ne veux Alors, pas rebondir, je vais te... Oui, vas-y, rebondis, je pardon. voulais rebondir juste sur, justement, revenir sur le RIC, l'initiative. Et c'est vrai que il faut qu'on soit, il faut pas qu'on ait peur, il faut qu'on ose. Il faut qu'on ose pas, comme on a dit d'ailleurs, c'est pas qu'il faut pas oser justement venir se plaindre, ça, tout le monde ose se plaindre. Mais il faut qu'on ose justement initier. Et donc, il faut qu'on ose lancer des RIC. Il faut qu'on, peu importe le sujet, quand on lance un RIC, on va voir ses copains, on va voir sa famille, on dit, qu'est-ce que tu penses de cette idée? Faut être initiateur des idées et justement, c'est ces idées qui rejoignent l'économie et qui font faire changer le monde. Voilà, c'est ce que je voulais préciser. Et juste, en tant que plaidoyer, parce que là, on a découvert que le plaidoyer, c'était quand même intéressant. On en écrit un actuellement sur la démocratie également, la démocratie locale, et un peu la même base, qui vient instruire ce que c'est que la démocratie, les outils de la démocratie. Donc, ceux qui sont intéressés de participer à ces plaidoyers, bien n'hésitez pas à me laisser un message et via ces plaidoyers ou via les sites internet de Construisons notre bonheur ou de la multilocale. Voilà. Donc, Eh bien, en tout cas, la MDF participera et la décrimocratie avec plaisir, puisque c'est l'Association des mairies démocrates de France. Elle est faite pour ça, hein. Il a fallu qu'on fasse une entité malheureusement juridique, hein. Autant la décrimocratie et votre escapade ne sont que des associations de fait, hein. Et c'est bien parce que on se protège mutuellement, comme dit l'autre. L'autre, c'est Alexandre Boisson de SOS Mère, qui est le penseur, on va dire, l'initiateur, hein, à César ce qui est à César, de la dicrimocratie, puisque c'est lui qui a inventé le mot. On saluera aussi d'ailleurs les brigades d'ICRIM, qui ne sont plus en activité, mais qui ont fait un travail extraordinaire, que nous allons réactiver aussi, hein, puisque
Décrimocratie fait partie de cette mouvance et de cette envie de continuer le travail en allant peut-être un peu plus loin et plus largement. Et donc, c'est avec plaisir qu'on participera à ce plaidoyer à la MDF, puisque nous sommes une association de citoyens pour les citoyens et pour les mairies, et non pas pour les maires, pour les mairies, puisque un élu est un citoyen et un citoyen est un élu potentiel, comme un patron devrait être un citoyen et un citoyen pourrait être un patron potentiel. Dans tout ce que tu nous as expliqué jusqu'à présent, on voit bien qu'il y a une autre façon de penser et qu'il y a aussi une autre façon de faire. Alors Jean-Claude, je vais te demander de conclure de la manière dont tu veux. Tu as liberté totale pour essayer de nous faire passer un dernier message. En tout cas, quoi qu'il en soit, s'il vous plaît, lisez et remplissez ce plaidoyer parce que ça va vous faire découvrir plein de choses et ça va vous faire repenser le monde différemment. J'ai pas peur de ce mot-là parce que vraiment, c'est d'une intelligence et on voit bien que là, l'intelligence collective a travaillé parce que ça ne peut pas sortir que d'un seul cerveau, c'est pas possible. Alors, je te laisse le mot de la conclusion et de la fin, Jean-Claude. Alors, mais du coup, je vais déjà, en effet, je vais dire osons, hein, osons, c'est vraiment important. Je vais remercier, tu me disais justement, c'est pas sorti, voilà, c'est un travail de construction de plusieurs années et de rencontres et d'échanges. Et donc, je remercierai aussi Louis Fouché qui a participé à de nombreuses rencontres du sens qu'on a organisées. Nous sommes dans le Var, près de Marseille, et c'est vrai que nous sommes voisins avec Louis Fouché. Et donc, Louis Fouché nous a toujours aidés. On a fait plein de rencontres du sens avec lui. Merci aussi à Étienne Chouard, parce que aussi c'est pareil, c'est quelqu'un avec qui on a beaucoup travaillé sur le modèle d'Éric, justement, il nous a apporté toute son expérience. Merci à tous les autres aussi qui ont participé, merci à tout le monde, tous ceux qui osent, ne serait-ce que venir aux événements, sortir un peu de leur confort. Donc c'est ensemble, tous ces gens qui osent, qu'on peut construire ce monde auquel on aspire. Oui. Et il va falloir faire vite maintenant, je pense. Bon, ben Ouais, Jean-Claude, je te dis pas à demain. Tout est question de Oui, synchronicité. On a c'est trois ça. ans, on a 3 ans stratégiques là. On a les élections municipales, là, ça y est, elles sont jouées quasiment, hein, mais bon, l'année prochaine, on a les élections législatives et présidentielles. Ça, c'est pareil, c'est un système qui est trop verrouillé, c'est très compliqué. Et j'appelle un appel, on a les élections départementales et régionales, et je dis aux citoyens, préparez-vous dès maintenant pour les élections départementales et régionales, mais surtout départementales, parce que c'est un modèle qui nous est accessible. C'est des missions qui nous touchent directement, beaucoup plus que d'être député. Intéressez-vous au départemental et osez aller au départemental. Voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin, une invitation à l'action. Donc, c'est parfait. Hein, on fait partie d'une mouvance qui en a marre de râler, hein, en fin de compte, qui veut juste agir maintenant. On a tout, je pense, tous eu le temps de faire le constat. Il est temps d'agir. Je te dis pas à demain, puisque demain tu seras en Agora. Hein, tu étais invité à l'émission de demain où on va essayer de présenter la décrimocratie pour faire une petite émission référence. On va essayer qu'elle dure pas plus d'une heure si c'est possible, pour que ce soit pas trop indigeste. Et donc, je t'avais bien évidemment convié puisque tu es co-appelant, mais tu es en agora. Donc, la priorité, on est bien d'accord, c'est ton agora. C'est le principe des associations de fait et des collectifs. On respecte le travail des autres et surtout, on ne s'en mêle pas. On essaie d'avancer ensemble. Je te remercie beaucoup, Jean-Claude. À très vite, hein, bien entendu. On est appelé à s'appeler. Je vais lancer le générique. Et donc, je vous donne tous rendez-vous demain pour ceux qui suivent ou qui regarderont cette émission ce soir ou demain matin. Nous avons une autre émission à 14 h, exceptionnellement. En général, le samedi, on essaie de rester en famille, mais là, c'était trop important. Donc, on va essayer de le faire. Puisque personne ne nous donne la parole, nous allons la prendre. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner en l'absence d'écoute. Merci beaucoup, Jean-Claude. Félicitations Merci à toi, pour ton merci à tout le travail. monde. Et félicitations et merci et grands remerciements à tous les gens avec qui tu travailles et qui collaborent parce que il doit y avoir pas mal de monde derrière toi pour arriver à un tel résultat. Bonne soirée et à très vite. Au revoir.